Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La dernière actualité sur le coronavirus à la une du Conseil de cabinet du mois de mars avec une évolution du nombre de malades ce soir, 88 cas positifs. Nous irons faire le point en direct du QG à Messa Yaoundé. La dernière actualité sur la pandémie marquée ce jeudi en Simalène par la réception de l'important don de matériel de protection et des tests, don d'un milliardaire chinois à suivre dans ce 20h30. La dernière actualité au Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi reconduit au perchoir de la Chambre haute. Première réaction de l'élu à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Riposte nationale tous azimuts, le ministre de la Santé publique annonce la généralisation des coronavirus à travers les 10 régions du pays. Manaouda Malachi faisait le point des derniers développements de la lutte contre le Covid-19 au Conseil de cabinet de ce jeudi à l'immeuble Étoile avec comme chiffre du jour 88 cas de maladie au compteur. À côté de ce sujet vedette, l'évaluation de la coopération Chine-Cameroun était également à l'ordre du jour de ce Conseil de cabinet, notamment le point des nombreux projet financé par Exim Bank China est actuellement en arrêt, faute de maturation. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a-t-il décidé de la suspension de tout nouveau financement chinois. À l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Ndiana. Nul n'entre ici s'il n'a pris sa température. Pas d'écriteau à l'entrée des services du Premier ministre pour le signifier formellement, mais la pratique y est de mise. Coronavirus oblige. Les ministres, en se rendant au Conseil de cabinet du mois de mars, s'y sont soumis sans autre forme de procès. La même prise de température est effectuée à l'intérieur de l'auditorium, cette fois sous forme d'évaluation de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19 au Cameroun. Marquant sa satisfaction sur leur appropriation par les populations et singulièrement dans les administrations publiques, le ministre de la Santé publique annonce d'autres dispositions pour une couverture nationale de la riposte. Nous avons une démarche qui vise à faire un tracking des contacts, n'est-ce pas, à grande échelle. Donc on va généraliser le testing puisque nous allons recevoir des tests de dépistage. Donc dès qu'on les aura, nous allons généraliser le testing, aller dans les communautés de porte à porte pour pouvoir faire ce testing-là. Aussi, sur le plan des laboratoires, on va avoir maintenant, en plus du centre Pasteur qui fait aujourd'hui le test, plusieurs autres laboratoires, notamment à Garoua, à Douala, à Bafoussam, à Bamenda et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est de rendre ce plan de riposte décentralisé, c'est-à-dire déconcentrer la riposte pour qu'au niveau de chaque région, les gouverneurs deviennent les gestionnaires d'incidents. Manaouda Malachi rassure également sur le bilan de santé des 84 cas actuellement pris en charge dans les structures préposées à cet effet. Seuls 4 malades, affirme-t-il, présentent des complications. Autre bilan de santé effectué, celui de la coopération Cameroun-Chine. Ici, ce n'est pas la grande satisfaction et pour cause, de nombreux projets financés par Exim Bank China tardent à démarrer ou à s'achever. Au banc des accusés, une administration camerounaise un peu trop procédurière et un manque de maturation des projets, entre autres. D'où ces instructions fortes du Premier ministre chef du gouvernement, résumées ici par le ministre de l'économie. La première chose, c'est de suspendre toutes les négociations nouvelles dans le but de se consacrer à la finalisation des projets qui bénéficient déjà des financements. Deuxièmement, il s'agit d'améliorer de manière structurelle notre processus de planification stratégique. Les projets doivent être davantage matures, bien préparés pour que lors de la mise en œuvre, des problèmes tels que les libérations des emprises, le paiement des fonds de contrepartie ne soient plus à l'ordre du jour. Pareillement, le Premier ministre a instruit la constitution au niveau donc du ministère de l'économie d'un cadre de revue trimestrielle pour s'assurer que les projets s'exécutent convenablement. Pas de poignée de main aux membres du gouvernement à la sortie, comme le Premier ministre en a installé l'habitude depuis son bail à l'immeuble Étoile. Le message est clair, en 7 ans de coronavirus, le bon exemple doit venir d'en haut.
Et dans ce contexte au Cameroun, voici un don qui arrive à point nommé, des équipements de protection et de laboratoire offerts au Cameroun par un milliardaire chinois. Ils étaient réceptionnés ce jeudi à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen au nom du ministère de la Santé publique par le secrétaire général, le professeur Koulachiro. À côté d'elle, des représentants de l'OMS et du Centre Pasteur de Yaoundé. Le vol spécial affrété par ce général donateur, Jack Ma, fait en ce moment le tour de nombreux autres pays africains. Le reportage en Nsimalen, Franck Evina. Un vol spécial pour une mission cruciale. Aider le Cameroun à renforcer son dispositif sanitaire face à un virus devenu planétaire. L'avion cargo qui foule le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen à 13h est bourré de kits sanitaires. Une cargaison de plusieurs dizaines de tonnes, avec en bonne place des équipements de protection individuelle, 100 000 masques, 1000 combinaisons, avec blouses et lunettes antivirus. Le personnel de santé sera très ravi parce qu'ils vont être bien protégés. Il y a aussi des kits de dépistage, 20 000 au total. 20 000 tests qui vont nous permettre de pouvoir rapidement détecter, n'est-ce pas, des personnes qui sont soit porteurs, soit symptomatiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le don du milliardaire chinois Jack Ma vient corser le dispositif national de lutte contre le Covid-19. L'OMS appelle tout de même les Camerounais à respecter scrupuleusement les mesures barrières du gouvernement. Le plan de la riposte du Cameroun est en train de monter en puissance. Les mesures qui ont été prises sont convenables. Il reste à ce que ces mesures soient mises en œuvre et soient appliquées par la population de façon très rigoureuse. Et c'est ça le plaidoyer ou le cri de cœur que le ministre de la Santé et le ministre de la Communication ont exprimé dans leur conférence conjointe hier. Jack Ma, fondateur de la célèbre entreprise de e-commerce Alibaba, a offert la même quantité de produits à chaque pays africain. Le gouvernement éthiopien en assure la distribution. Un front commun international donc, devant un virus sans frontières. On le voit donc avec les pays amis et face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, les pouvoirs publics sont absolument mobilisés pour stopper la progression de la pandémie. Les administrations publiques, par exemple, accompagnent l'application des mesures gouvernementales sur le terrain, la distanciation sociale des usagers, la mise à disposition des désinfectants. Tout cela rentre maintenant dans les mœurs à Yaoundé, par exemple. Voyons cela dans ce reportage de Séverin Legambele. Immeuble ministériel numéro 2, non loin des services du Premier ministre. Des espaces publics sont aménagés pour le lavage des mains des usagers et personnels des ministères de l'enseignement supérieur, des forêts ou des domaines. Chaque matin, quand on arrive, on lave les mains avec le gel, on nettoie avec le papier. Si on sort, on lave. Quand on rentre, on entre encore, on lave les mains. Dans les bureaux, nous avons les gels hydroalcooliques que nous utilisons. À l'immeuble Rose, le procédé de désinfection des mains est convenable dans le contexte du Covid-19. Nous avons ce dispositif qui permet de prendre les températures, de laver les mains et de s'assurer que tout usager ou alors tout le personnel qui entre ici est entièrement désinfecté. Mais nous aussi, nous devons ménager nos propres efforts partout où nous allons, pour que cela soit aussi effectif partout. Les mains touchent énormément de choses et puis ça transmet beaucoup de microbes. Donc se laver les mains, c'est non seulement un principe d'hygiène et salubrité, mais ça participera à barrer la route à plusieurs maladies, pas seulement ce virus. Par endroits comme ici au ministère du Commerce ou au ministère des Finances, on se soumet dès l'entrée du bâtiment à la mesure de la température corporelle de manière instantanée et sans contact à l'aide du thermoflash. Si la température est au-delà de 38, ceci commence à être suspect. On isole la personne, on ne permet pas que la personne puisse entrer. Le respect des règles d'hygiène s'impose à tous dans les administrations publiques visitées. Des efforts sont faits pour éviter une forte concentration humaine dans les bureaux. C'est une contrainte chez nous, c'est une instruction du ministre et il y veille. On a limité les entrées au ministère. Pour les gens qui viennent simplement pour du courrier, ils sont reçus à travers une fenêtre. Maintenant, il faut des raisons valables pour pouvoir entrer au ministère maintenant. Dans le service continue, sauf qu'on filtre les entrées.
Dans une attitude stratégiquement efficace, l'utilisation des ascenseurs est réduite. Lorsqu'ils ne sont pas déclarés en panne, le liftier accueille les usagers en leur indiquant le gel désinfectant pour les mains et le nombre de personnes admises dans l'appareil servant au transport vertical. En tout cas, pas plus de 3 personnes dans l'ascenseur du ministère des Finances. Dans cette mobilisation générale des administrations publiques, il y avait une réunion spéciale sur le coronavirus ce jeudi au ministère de la Défense. Joseph Betiasomo rassure les médias. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour parer à toute éventualité et à l'intérieur de cette administration, dit-il, l'application des mesures barrières est effective à travers les 10 régions. Je vous propose à présent d'entendre le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense dans un entretien avec Pierre Evembe. Compte tenu de l'ampleur de la pandémie qui constitue désormais une sérieuse menace mondiale et de l'attitude insouciante de certains de nos compatriotes, le Premier ministre du gouvernement a essuyé le mardi 24 mars dernier, au cours de la réunion interministérielle d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'expansion du coronavirus, et ne pas hésiter de passer, le cas échéant, à la phase répressive. Il nous a été particulièrement réitéré au cours de ce conseil de cabinet de veiller en rapport avec les autres administrations pénitentiaires et surtout des autorités administratives et municipales à la mise en œuvre efficace et effective de ces mesures aux 4 coins du pays. C'était là un extrait de la communication du ministre de la Défense ce jeudi à Yaoundé. Et la pandémie du coronavirus qui soumet l'ensemble du corps médical à une pression sans précédent. Les personnels médico-sanitaires travaillent depuis quelques semaines maintenant à flux tendu. Ils cumulent des gardes pour voler au secours de leurs compatriotes malgré le risque de contamination parfois. Une abnégation et un engagement qui n'échappent pas au grand public. Voici l'hommage à ces hommes d'honneur. C'est un reportage de Rodrigue Bertrand Tueno. Le coronavirus a effectué une entrée fracassante dans le quotidien professionnel des blouses blanches. Désormais, lorsqu'ils ne sont pas sur le qui-vive permanent, ces personnels bossent comme des forçats, sans le moindre regard sur l'horloge, avec pour ceux impliqués directement dans la prise en charge des cas de Covid-19, le risque de contamination. Pas étonnant qu'ils reçoivent du public des fleurs. On les apprécie pas, c'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de travailler comme eux. Parce que beaucoup de médecins, maintenant il y a beaucoup de médecins qui cherchent à déserter les fonctions à cause de la maladie du coronavirus. Vous avez le travail. Mais c'est pas comme maintenant là, c'est vraiment, les hôpitaux sont vraiment saturés et c'est là où on voit vraiment le travail qui est fait par ce personnel-là. Et vraiment, je dois les encourager. Et tout ce qui est mis en place, le dispositif, le 15-10 qu'on appelle là, ces personnes ne dorment pas. Donc vraiment, moi j'apprécie vraiment la qualité et j'encourage vraiment ces autorités-là par rapport au travail vraiment qu'ils font. C'est vraiment satisfaisant, c'est satisfaisant. Au sein de l'opinion, des propositions pour les encourager à garder le cap fusent. C'est vrai qu'on ne va pas mettre l'argent en ce moment, mais on doit penser. C'est vrai, ils ne dorment pas. Elle mérite bien tous ces bouquets de fleurs, les blouses blanches. Et malgré cette mobilisation de tout le corps médical au Cameroun, de nombreuses idées préconçues continuent de brouiller la communication officielle, celle des membres du gouvernement sur le coronavirus. La profusion des recettes miracles qui crée la confusion dans l'opinion pour apporter des éclairages à certaines de ces rumeurs. Irène Ndjanafouda a rencontré des experts à Yaoundé ce jeudi. Écoutez. Un questionnaire à choix multiples pour faire triompher la vérité autour du coronavirus et l'avis des experts compte pour lever tout équivoque. On s'interroge d'abord sur le système de santé par ces temps de crise sanitaire. À chaque étape, il y a des moyens que nous devons utiliser. Donc au stade actuel des choses, notre système de santé peut faire efficacement face à la pandémie que nous avons aujourd'hui. On
On aimerait ensuite savoir si c'est vrai que les personnes tuées par le Covid-19 sont incinérées sous d'autres cieux ou inhumées à la sauvette partout ailleurs. L'incinération, c'est à très haute température et ça détruit le virus. Mais chez nous, comme il n'y a pas souvent l'incinération, il faut les enterrer le plus rapidement possible. Le corps médical valide les gestes et mesures barrières, mais s'inscrit en faux contre les recettes miracles qui fusent de toutes parts. Ces recettes ne sont pas indiquées parce qu'elles n'ont aucune base scientifique. Les dés sont jetés, à chacun de prendre ses responsabilités face au Covid-19, l'ennemi invisible qui embrasse l'humanité pour mieux l'étouffer. Et cette sensibilisation concerne tous les secteurs d'activité. La propagation du coronavirus ne doit pas passer par les supermarchés. Ce jeudi, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, évaluait l'effectivité de l'application des mesures barrières dans certaines grandes surfaces de Yaoundé. Les prescriptions du ministre, c'est dans ce reportage de Luc Bienvenu au Nana. Le coronavirus ne passera pas par les supermarchés de Yaoundé. Pour les responsables de ces espaces, rien ne vaut la vie de ceux pour qui ils existent. D'où l'application à la lettre des mesures prises par le gouvernement camerounais pour barrer la route à la pandémie. Le client qui rentre dans le magasin, on va lui offrir un peu de gel et puis vous verrez lors du passage aux caisses qu'il y a un plexiglas qui va séparer le client de l'hôtesse de caisse, des lignes au sol, 1 mètre minimum qui est nécessaire. Dans cette grande surface par exemple, de l'extérieur à l'intérieur, des indications écrites rappellent bien à quoi s'en tenir. C'est bien. C'est bien. De toutes les façons, il faut que le Camerounais soit conscient. Quand tu entres là, on te donne tu laves tes mains. Le gendarme du marché est allé, il a vu et il a conclu. Je suis heureux que les promoteurs prennent à cœur leurs responsabilités sociétales en cette période de pandémie. Comment penser qu'il puisse se déplacer sans qu'il ne lui vienne à l'esprit un front qui appelle un éveil de tous les instants, celui de la lutte contre la vie chère. Il n'y a pas lieu, encore une fois, à spéculation. Les produits sont disponibles. Les produits, les stocks sont faits de manière telle que nous puissions tenir au Cameroun. Dans les supermarchés comme ailleurs, le ministère du Commerce veille au grain pour confiner au maximum le coronavirus. À Yaoundé, la commune de Yaoundé 1er joue également les gendarmes dans sa circonscription. Le maire Jean-Marie Abouna effectuait ce jeudi une descente dans les différents quartiers de sa circonscription avec ses équipes. Et on le voit ici à l'image, l'objectif était de s'assurer du respect par les populations des mesures gouvernementales et des mesures de l'OMS également pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Si certains citoyens prennent la menace au sérieux après cette évaluation, on constate que d'autres continuent d'afficher des comportements irresponsables et l'exécutif municipal de Yaoundé 1er entend ainsi continuer à combattre avec la dernière énergie contre ce laxisme-là. Nous allons dans la région du Sud, à Ebolova précisément, où l'évêque de ce diocèse, Monseigneur Philippe Alain Mbarga, conduisait hier mercredi une caravane motorisée dans les artères de la ville de Ebolova. Il s'est agi de bénir et de remettre les populations sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et à chaque escale, les populations sont sorties pour recevoir cette bénédiction, accompagnée des rappels pour le respect scrupuleux des mesures gouvernementales. Retrouvons à Ebolova Georges Ndi. Comme des véritables commandos, ils ont lancé un assaut à travers une caravane motorisée dans la cité capitale du Sud pour stopper cette avancée fulgurante d'une menace inédite. Les prêtres du Christ du diocèse d'Ebolova sont en prière, une arme automatique qui peut s'avérer efficace même face au redoutable coronavirus. Le peuple de Dieu que nous sommes est appelé à lever ses yeux vers le Seigneur en toutes circonstances, au moment des épreuves, au moment de la joie. Je pense que la démarche que nous devons effectuer, surtout en ce temps de carême, mais surtout tout au long de notre vie, c'est de garder confiance en Dieu. Face à un ennemi intrépide, la prière seule ne suffit pas.
le respect scrupuleux des mesures gouvernementales est d'autant plus vital. D'abord, à respecter les conditions hygiéniques qui nous sont proposées par les autorités civiles. Dans l'autre sens aussi, nous avons exprimé notre prière en faveur de tous ceux qui sont chargés de nous protéger. Les infirmiers, les médecins et les penseurs, ceux-là qui sont chargés de découvrir quel remède qui peut nous sauver. À 12 h, le soleil est au zénith. Les consignes du pape François sont respectées. Le Pater Noster est récité en chœur dans la rue par les populations, les prêtres autour de l'évêque. Tous venus raffermir leur foi chrétienne en ce moment où l'ombre de la mort plane sur le monde. Notre fenêtre à 20h50, nous allons faire le point du jour au Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Nous retrouvons sur place Agnès Solange Abessolo qui fait le pied de grue pour recueillir les derniers développements sur place. Bonsoir Agnès Solange, le ministre de la Santé publique vient à peine d'achever là-bas un point de presse à Messa et vous dites qu'on retient essentiellement les 88 cas positifs ce soir et le dépouillement en cours du don du milliardaire chinois, Jack Ma. Agnès Solange. Bonsoir Adèle, merci de nous retrouver ici au Centre national des opérations d'urgence sanitaire où, comme vous pouvez le voir derrière moi, 100 call centers sont au bout du fil. 15 et 10 et pour la journée d'aujourd'hui entre 6h et 6h du soir, 6h du matin et 6h du soir, l'on a pu recenser 1497 appels déjà. C'est pour dire que les Camerounais s'intéressent de plus en plus à cette pandémie. Ils appellent pour prendre des renseignements. Alors ce soir donc nous avons 13 nouveaux cas testés positifs, ce qui porte à 88 le nombre de personnes infectées au Covid-18. On peut dire que ces personnes sont recensées dans 3 régions, 60 dans la région du centre, précisément à Yaoundé, 25 dans la région du littoral à Douala, et puis 3 dans la région de l'ouest à Bafoussam précisément. Aujourd'hui, le Cameroun a reçu un important don de matériel de santé qui vient d'un milliardaire chinois. Pour en parler, je reçois ce soir le docteur Georges Alain Tondi Mbala, qui est directeur de la maladie, des épidémies et des pandémies au Cameroun. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, combien de tests a-t-on déjà réalisé à ce jour? Alors, à ce jour, nous avons déjà réalisé à peu près 319 tests. Il faut savoir que le processus de test résulte du fait qu'on a trouvé un cas suspect. Et les cas suspects, pour nous, ont une définition simple. En général, c'est des gens, des individus qui viennent des pays à risque au cours des 14 derniers jours et qui présentent un certain type de signes. Ou alors des gens qui ont été en contact avec des cas suspects, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un pays en épidémie. Pour le moment, c'est ça la définition des cas et ce n'est que cette définition des cas qui nous permet donc de tester. Donc, c'est pour dire ici qu'on ne teste pas tout le monde. Parce que de plus en plus, on a des gens qui se disent tout le monde veut tester coronavirus. Coronavirus, c'est devenu la maladie à la mode. Non, on ne teste pas tout le monde. Toutes les maladies ne sont pas coronavirus. Nous gardons notre bonne vieille grippe habituelle. Nous gardons notre bon vieux paludisme et on ne fait pas de tests de coronavirus partout, à tout le monde. Justement, des kits, près de 20 000 kits reçus donc aujourd'hui du milliardaire chinois. Le ministre de la Santé publique, qui donnait tout à l'heure un point de presse, a rappelé qu'il y aura une riposte décentralisée et un redéploiement de ces kits-là. Alors, dites-nous qui est ce milliardaire, ce bienfaiteur chinois qui offre du matériel au Cameroun? Oui, je crois que ce dont entre déjà dans le cadre de bonnes relations que le Cameroun entretient avec la République de Chine. Et donc en Chine, vous savez qu'il y a le célèbre milliardaire Ali Baba, et c'est lui qui a donc offert ce matériel au Cameroun, qui est essentiellement composé des équipements de protection individuelle qui permettent donc à nos équipes, à nos soldats,
de se déployer sur le terrain en toute sécurité. Mais aussi et surtout, il y a des tests. Parce que vous savez que dans cette maladie, nous avons besoin de tester. Parce que comme je vous ai dit, les manifestations de la maladie peuvent ressembler à toutes les autres, à beaucoup plein d'autres maladies. Et seul le test nous permet d'affirmer que c'est vraiment un patient qui a le Covid-19. Et donc là, on va pouvoir tester plus facilement, non seulement à Yaoundé, mais dans les autres régions. Un bienfaiteur que le Cameroun connaît, évidemment, vous venez de le dire. Alors, aujourd'hui, on constate beaucoup plus que les malades testés au Covid-19 sont de plus en plus stigmatisés. Ah oui, je pense qu'il faut vraiment en parler parce que ce problème de stigmatisation entraîne d'ailleurs des conduites à tenir aberrantes qui fait qu'on montre du doigt de tout le monde et les gens ont peur de la maladie. Je pense qu'il faut enlever cette peur-là, il faut enlever cette stigmatisation. Covid-19, c'est vraiment une maladie comme les autres que tout le monde peut attraper. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir Covid-19. Ça ne sert à rien de pointer du doigt certaines personnes et puis de les stigmatiser et de les écarter de la société, surtout dans un processus comme celui-là, comme coronavirus, qui entraîne quand même des peurs et des paniques. Je pense qu'il faut qu'on retrouve la raison et qu'on sache que c'est vraiment une maladie comme une autre et que si on observe les mesures élémentaires de rester chez soi, les mesures élémentaires de propreté, d'hygiène élémentaire, je pense qu'on peut arriver à vaincre cette maladie. Et je crois d'ailleurs qu'on va arriver à la vaincre. Merci Dr Ritoun Djibala d'avoir répondu aux questions du 20h30. Continuez à respecter les règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé, des prescriptions du gouvernement camerounais. Voilà la clé peut-être pour barrer la voie au Covid-19 au Cameroun. Merci Adèle, à vous le plateau. C'est nous, Agnès Solange, merci. Et continuez à faire ce pointage pour nous des informations au QG du suivi de cette pandémie. Allons à présent pour faire le point à travers le monde de l'avancée du coronavirus. On compte environ 494 710 personnes infectées à travers le monde donc et 22 000 décès selon les dernières statistiques de l'OMS. La situation sanitaire est dramatique, surtout en Europe. L'Italie qui compte le plus gros nombre de malades avec 7 500 au compteur aujourd'hui. Le Maghreb en Afrique reste encore la région la plus frappée par la pandémie et c'est le point de Joël Igor Rabanda ce soir. L'Afrique est plus touchée par la pandémie du coronavirus dans ces pays du Maghreb. Et parmi les plus affectés, l'Égypte et l'Algérie qui comptent déjà chacun 21 morts. Les acteurs sanitaires égyptiens ont néanmoins réussi à guérir 95 personnes sur les 450 cas enregistrés. Le Maroc et la Tunisie enregistrent chacun 6 décès. En Afrique noire, le Burkina Faso est le pays le plus touché avec 4 morts sur 152 personnes infectées. L'Europe reste le continent le plus infecté par le coronavirus. La situation sanitaire y est dramatique, surtout dans les pays comme l'Italie, qui connaît à ce jour 7 503 décès sur plus de 74 000 malades enregistrés. L'Italie enregistre ces dernières heures plus de 6 500 nouveaux cas. L'Espagne, quant à elle, a dépassé le cap de 4 000 morts des suites du coronavirus avec 498 nouveaux décès en 24 heures. La France perd plus de 1300 personnes à ce jour sur 25 233 infectés. 5 médecins et un gendarme ont déjà succombé à la maladie dans ce pays. En Iran, c'est déjà plus de 2000 décès, soit 157 nouveaux décès en 24 heures sur plus de 29 000 cas enregistrés. La Chine, où tout a commencé, a déjà réussi à guérir plus de 74 000 malades sur environ 81 000 infectés. Le pays compte déjà plus de 3000 décès avec 67 nouveaux cas d'infection au coronavirus ce jour. La pandémie est tellement dévastatrice qu'on pourrait encore enregistrer de nouveaux malades et de nouveaux morts. Leur aidant au respect des mesures préventives prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Et chaque pierre compte pour construire la barrière contre ce Covid-19. Ici au Cameroun, une autre entreprise vient d'apporter sa contribution dans cette lutte. La société OK Food a transmis un don de 10 millions de francs CFA hier mardi au ministère de la Santé publique. Emmanuel Biconde de CRTV Centre.
Face à ce qui est aujourd'hui une véritable guerre sanitaire, l'impact du Covid-19 donne tout son sens à l'expression qui qualifie le monde de village planétaire. La situation devient préoccupante au point d'interpeller celles et ceux qui ont à cœur de ne pas voir le Cameroun balayé par ce vent aux conséquences cataclysmiques. C'est dans cette optique que la société Hockey Foot Cameroun a apporté du soutien au gouvernement du Cameroun avec un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Hockey Foot se sent concerné par cette situation qui touche le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a préféré par ce geste, ce don qu'on vient de faire au ministère de la Santé, contribuer à sa manière à lutter contre le coronavirus. Étant dans l'agroalimentaire, nous sommes très pointus sur l'hygiène. Et avec cette pandémie qui sévit, on a renforcé nos mesures hygiène dans l'entreprise à travers des sensibilisations continues. Une action citoyenne saluée à sa juste valeur par la secrétaire générale du ministère de la Santé publique, la professeure Sinata Poula-Chiro, représentant le patron de ce département ministériel. Hockey Foot Cameroun qui fait dans l'agroalimentaire, notamment dans les segments de la confiserie, des biscuiteries et des produits laitiers entre autres, s'engage ainsi à s'aligner derrière l'État du Cameroun chaque fois que cela concerne l'avenir et le bien-être de ses citoyens. Le coronavirus, en réalité, est une calamité, une pandémie qui demande beaucoup de civisme de la part des citoyens camerounais. Et le gouvernement, dans les mesures qu'il a prises à la suite de l'OMS, a besoin de moyens. Hockey Foot Cameroun, un géant de l'agroalimentaire qui s'exprime de faire mieux. La page politique du 20h30, allons d'abord au Sénat, où Marcel Niat Ndjifendi a été reconduit ce jeudi à la présidence de la Chambre haute du Parlement. L'élection a eu lieu en début de soirée au cours d'une séance plénière qui a également vu la reconduction des autres membres du bureau à leur poste. Le président du Sénat réélu a dit sa reconnaissance au président national de son parti, le RDPC, son Excellence Paul Biya. Le reportage de Mathieu Kemgo. À l'ouverture de cette plénière, la doyenne d'âge Isabelle Tokpanou rappelle les thèmes de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat sur l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À l'appel des candidatures, le sénateur Calvin Zan Oyono, président du groupe parlementaire RDPC, propose Marcel Niat Ndjifendi comme candidat de son parti au poste de président de la Chambre. Aucun challenger pour le concurrencer, le scrutin se déroule sans anicroche. Au terme du dépouillement, 98 votants sont recensés. Parmi eux, 88 sénateurs portent leur choix sur Marcel Niat Ndjifendi contre 10 bulletins nuls. Ovation dans la salle, Marcel Niat Ndjifendi monte au perchoir et prend le commandement. Ses premiers mots vont à l'endroit du président national de son parti, le président Paul Biya, à qui il dit sa reconnaissance spéciale avant de remercier les sénateurs pour le choix porté sur sa personne. Marcel Niat Ndjifendi promet qu'il ne faillira pas et invite les sénateurs à être aux côtés du président Paul Biya face à la pandémie du coronavirus et pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il peut ensuite conduire l'élection des autres membres du bureau. Tous sont reconduits à leur poste, à l'instar d'Aboubakari Abdoulaye comme premier vice-président, élu au scrutin uninominal, suivi de 4 vice-présidents élus au scrutin de liste, Tif Tabetando, Geneviève Chouès, Keze Emilia, Sylvestre Naondoa. Sur la même liste, 3 questeurs et 8 secrétaires, des hommes et femmes aux couleurs politiques et sociologiques, reflétant la diversité de la Chambre haute du Parlement. Ils sont invités par le président du Sénat à mériter la confiance de leur père en travaillant pour l'intérêt commun des Camerounais tout au long de cette année législative qui voit la mise en application du Code général des collectivités territoriales décentralisées. À Ngoï-Kalé, pas de changement non plus à l'Assemblée nationale. Le président Kavaye Djibril et les 22 membres élus lors de la session de plein droit sont maintenus. La séance plénière présidée par le bureau d'âge ce jeudi a donc permis la reconduction de cette équipe. Clarisse Tang. 36-3.
Bien entendu et plutôt clair pour tous, c'est la température du chef de chambre, le très honorable Kavayi Egedibril, ce 26 mars 2020. Température normale aussi pour les autres élus et des personnes triées sur le volet qui tous sans exception se sont pliés au respect des mesures barrières strictement appliquées ici à la Maison du Peuple dans le cadre de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Mesures visibles au sein de l'hémicycle. D'un commun accord, les 8 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale se sont constitués en groupe de 46 pour prendre part aux sessions plénières. Les 10 sessions sont fermées au public et le nombre de médias a été quasiment réduit de moitié. Ils étaient ainsi moins de 50 au sein de l'hémicycle lorsque la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Mbede, énoncera à la lumière de la Constitution en son article 16 et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 17, alinéa 9, qui indique que les membres du bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale à l'ouverture de l'année législative suivante, c'est-à-dire en mars 2021 pour le cas d'espèce. La doyenne d'âge invitera alors le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayi Egedibril, à regagner son siège au perchoir de l'auguste chambre. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir appelé la constitution du bureau de l'institution, un premier vice-président, 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires, attend des élus que lui parviennent les listes des 9 commissions générales composées en nombre égal de députés pour l'étude des affaires soumises à l'Assemblée nationale. L'épilogue du processus pour l'élection des députés, le contentieux post-électoral relatif à cette élection législative partielle du 22 mars, de nombreuses requêtes en annulation du scrutin sont déjà introduites maintenant auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Nous faisons le point de ces dossiers avec Thérèse Yolande-Dima. Les requérants avaient jusqu'à mercredi minuit pour introduire leur recours en annulation des opérations électorales du 22 mars 2020 dans 11 circonscriptions. Le Lebialem dans le sud-ouest, la Mezam ouest et est, le Buis sud, ouest et centre et la Menchoum nord et sud dans la région du nord-ouest. Cela a été fait en respect des dispositions de l'article 133 du Code électoral. Le principal recourant, le Social Democratic Front, accuse Elections Cameroun et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de complicité dans la délocalisation des bureaux de vote, des faits déjà portés à l'attention du Conseil constitutionnel après le double scrutin du 9 février 2020. Pour le SIF, les électeurs de certains villages, à l'instar de ceux de la Mezam, n'ont pas été informés des changements des lieux de vote. D'où la difficulté à se rendre dans les nouveaux sites très éloignés des villages des électeurs. À cela s'ajoute la situation sécuritaire qui crée la psychose au sein des populations. Autre motif évoqué par le SIF, les irrégularités observées dans le déroulement du scrutin dans certaines circonscriptions électorales. Après l'arrêt des enregistrements, les partis intéressés ont 48 heures pour déposer leur mémoire en réponse en attendant la tenue de l'audience publique des règlements du contentieux. Le Conseil constitutionnel a un maximum de 20 jours après la clôture du scrutin pour proclamer les résultats. Et le contentieux post-électoral pour les récentes élections municipales se poursuit également à travers les différents tribunaux administratifs. Nous ferons évidemment le point dans nos prochaines éditions. La CRTV s'engage à accompagner le forum Investir à Kribi. C'est une initiative de la Fondation d'industrialisation de Kribi et la convention y relative était signée ce jeudi par le président de la Fondation et par le directeur général de l'Office, Charles Ndongo, ici même au centre de production de Mbala2. C'était au cours d'une cérémonie fort soucieuse des mesures de prévention contre le Covid-19. Le reportage de Daniel Menanga. Appareillage pour le forum Investir à Kribi. Aux commandes, un jeune Camerounais avec une ambition. Nous voulons organiser un forum, le forum Investir à Kribi, qui aura pour objectif d'attirer 40 industries par an pendant 25 ans. À côté du port autonome de Kribi, il y a une zone de près de 26 000 hectares
qui est dédié aux industries uniquement. Nous n'allons pas attendre que le président vienne lui-même faire le travail à notre place alors que nous, opérateurs économiques, nous pouvons le faire. À bord, la Cameroon Radio Television, dans le respect des mesures de prévention contre le Covid-19 bien sûr. Il faut bien envisager une vie après la pandémie. La CRTV se met à vos côtés pour vous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Cette convention vous ouvre de larges espaces sur nos 3 chaînes de télévision, nos 18 stations radio et nos plateformes web. Parce que l'émergence du Cameroun est plus que par le passé un défi à relever par tous les enfants du pays. Et cette proposition de viabilisation de la zone industrielle portuaire de Kribi fait croire en des lendemains meilleurs. Reparlons ce soir de la disparition tragique de Manu Dibango. Les artistes et les patriarches Sawa saluent la mémoire de cette immense icône. Tous gardent du disparu des souvenirs émouvants. Voici leur hommage à l'illustre disparu. C'est un reportage de Flore Écoulé de CRTV Littoral à Douala. Personne d'une valeur inestimable, un homme d'exception. Ce n'est pas trop de dire que Manu Dibango est un appelé de Dieu, parce qu'il a atteint les sommets. Il était un guide pour nous, c'est-à-dire un repère. Depuis l'annonce du décès de la légende, le temps semble s'être arrêté pour bon nombre de Camerounais. Le saxophoniste aura marqué plus d'un, particulièrement l'univers musical par sa simplicité. Il est devenu mon admirateur, c'est-à-dire Manu a repris Elongui avec une grande chorale de Londres, en disque et en concert partout. Il allait jouer, il mettait Elongui, il disait à tout le monde que c'est bien le compositeur, c'est temps. Le grand Manu, c'est le grand. Il lui dit non, toi aussi tu es grand. Nous tous, on se reconnaissait à travers Manu Dibango, on se reconnaissait artiste à travers Manu Dibango. Des témoignages élogieux pour le souvenir qui, hélas, ne ramèneront pas Manu, notre Papy Groove. Et la douleur reste très vive encore tout au long de cette semaine. Nous aurons pour vous certainement d'autres hommages et nous continuerons à vous en parler. La Camwater invite les entreprises adjudicataires des chantiers routiers à rétablir les réseaux d'eau potable dès la fin de ces travaux. L'appel était entendu dans certains quartiers de Yaoundé et c'est dans ce reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Dans certains quartiers de Yaoundé, les bornes fontaines et les robinets sont secs. Les compteurs d'eau ne tournent pas et pour cause. Il s'agit des travaux dans le maître d'ouvrage et le Mindu qui consiste à la réhabilitation de la voirie du carrefour Etetak jusqu'à carrefour Nana. Et les travaux ont été engagés suite à la casse de la canalisation 160 qui alimente un côté de Yomaban. Les populations se retrouvent aujourd'hui privées d'eau. Les populations vivent la pénurie d'eau potable prolongée. Nous n'avons pas d'eau depuis 3 jours. Non, depuis samedi, je trouve aux environs de 11 heures. Depuis qu'on a commencé à creuser, l'eau est partie et on n'a plus jamais eu d'eau depuis déjà 2 mois et demi. Selon Camwater, la responsabilité de cette pénurie est partagée entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises adjudicataires qui endommagent les conduits d'eau au mépris du décret du Premier ministre qui date de 2014. Il y a un décret qui organise les interventions dans les voiries. Les maîtres d'ouvrage des travaux de voirie doivent, en concertation avec les concessionnaires des différents réseaux, avant chaque démarrage des chantiers, les entreprises doivent se rapprocher même de la Camwater pour avoir les plans de réseau. Camwater, société citoyenne, consciente de la place de l'eau dans la prévention contre le Covid-19, entend pallier au plus vite cette situation. Pour le rétablissement, nous espérons bien que les travaux iront rapidement. Nous avons exigé que ce soit, au plus tard demain, cette canalisation soit déjà réparée et que la desserte soit rétablie. Pour éviter les désagréments dans les réseaux de distribution de l'eau, Camwater invite les maîtres d'ouvrage et les entreprises en charge des travaux de voirie à informer chaque fois ces services sur la consistance des travaux à effectuer près de ces conduites d'eau.
Avant la fin de ce 20h30, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son homologue Abdul Hamid. C'est le président de la République populaire du Bangladesh et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 26 mars. Et c'est donc la fin de ce 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après le journal l'intégralité du point de presse que donnaient conjointement hier, mercredi, les deux ministres de la Communication et de la Santé publique. C'est immédiatement après le 20h30. Et pour les éditions du week-end, dès demain 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badino Omar. Je vous quitte sur ces précieux rappels pour vous retrouver en excellente santé dès lundi et en vous souhaitant d'avance un excellent week-end. Des rappels pour la lutte efficace contre le Covid-19. Ne sois pas égoïste. Protect yourself. Protège-toi, protège les autres. We need you. Please stay safe. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. Protège-toi, protège les autres. Le coronavirus est une réalité. Mon frère, ma sœur. Applique les gestes barrières.